Ce matin, la République démocratique du Congo. Des informations contradictoires circulent sur la situation entre le M23 et les forces armées de la RDC, non loin de Goma, après les affrontements samedi qui auraient fait des victimes parmi les rebelles. Le M23 se dit attaqué sans qu'il y ait eu de provocation de sa part, jurant de se défendre si ses positions près de la capitale du Nord Kivu subissaient d'autres attaques. Bertrand Bissimois est le président du M23. Il y a eu des attaques sur nos positions au niveau de Kanyaruchinya. Ce sont des attaques menées par les alliés du gouvernement congolais, qui sont les FDLR et les Nyatura. C'est un groupe Maïmaï également qui collabore avec le gouvernement congolais. Ils se sont organisés devant les installations de la MONUSCO à Kanyaruchinya. Ils ont tué des personnes là-bas, devant les installations de la MONUSCO. Et puis après, ils se sont attaqués à nos positions. Et nous nous sommes étonnés de voir que la MONUSCO est restée inactive face à ce groupe qui s'est organisé devant ces installations et qui a causé mort d'homme au même endroit. Nous avons dit au gouvernement congolais que nous étions pour l'accord de paix à Kampala, que nous étions pour les négociations. Donc en ce moment-ci, nous n'entendions pas reprendre la guerre, mais que si ce genre d'actions provocatrices continuent, nous n'allons pas les tolérer, nous serons dans l'obligation de réagir. Nous pensons que jusque maintenant, nous n'avons pas noté une nouvelle action, mais si jamais il arrivait qu'il y ait une nouvelle tentative d'attaque sur nos positions, eh bien nous allons y réserver une réponse adéquate. Doit-on craindre maintenant une éventuelle reprise des hostilités dans le Nord Kivu? Je ne sais pas si ça sera de notre initiative, mais je peux vous rassurer que le gouvernement congolais s'est rangé dans la logique de la guerre, parce que ça fait plus d'un mois que nous sommes en train de l'attendre à Kampala. À Kampala, évidemment, il y a une partie de sa délégation, mais qui n'a pas de leader, et nous ne pouvons pas siéger lorsque la tête de la délégation gouvernementale n'est pas là. Mais sur le plan militaire, on a l'impression que le gouvernement s'est rangé dans l'option militaire parce qu'il y a des renforts qui sont amenés tous les jours sur la ligne de front. Il y a également des matériels lourds de guerre qui est amené sur la ligne de front. Donc, nous craignons que demain ou après-demain, qu'une seule étincelle puisse déclencher encore une fois la guerre. Vous savez que maintenant, les troupes gouvernementales ont avancé vers nos positions. Ils se trouvent aujourd'hui à environ 20 mètres seulement de nos positions, ce qui met la quiétude sur cet endroit-là en danger. Sans vous demander, M. Bissimois, de révéler vos secrets de guerre, pourriez-vous nous parler un peu de la situation au sein du M23? Quel est l'état d'esprit? Vous êtes prêt à vous battre, le cas échéant? Nous sommes prêts pour les négociations. Nous ne sommes jamais prêts pour la guerre. Nous sommes prêts pour les négociations. Mais aussi, si on nous attaque, nous sommes prêts à nous défendre. Vous en avez les moyens? Eh bien, les peu de moyens que nous avons, c'est notamment notre cause à laquelle nous croyons. Et c'est ça ce qui constitue notre force. Et c'est ça qui peut nous permettre au moins de gagner la bataille. Et la bataille, on la gagne pas seulement sur le plan militaire, on la gagne également sur le plan politique. Et nous pensons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'aller à Kampala négocier, à faire en sorte que nous puissions faire vaincre le peuple congolais, parce que c'est celui-là qui a besoin d'un accord de paix, c'est celui-là qui a besoin de voir sa misère prendre fin et que le pays se reconstruise. Mais contrairement aux déclarations du président du M23, Bertrand Bissimois, des sources à Goma soutiennent que les événements de samedi à Kanyaruchinya ont été précipités par l'entrée d'éléments rebelles sur les propriétés des riverains. Pour le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin-Mouti, ce sont des jeunes en colère munis d'armes blanches qui s'en sont pris aux rebelles. Il y a quelques éléments du M23 qui se sont donnés au pillage systématique de vivres dans les champs de population au niveau de Nyiragongo. Ici, il faut parler de paysans agriculteurs de patates douces, de pommes de terre et de choux. Et les éléments du M23 qui allaient dans les champs pour aller récolter ont été victimes d'une attaque d'un certain nombre de jeunes qui se sont dit qu'ils ne sont plus capables de supporter ce pillage systématique de vivres qui sont pillés dans les champs et qu'on amène directement au Rwanda à bord de petites camionnettes. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, ils sont entre la vie et la mort et donc ils n'ont plus rien à craindre et ils sont arrivés avec des machettes et ils se sont attaqués au M23 bien armés et ils ont commencé à couper par des machettes les éléments du M23 dans les champs.
samedi matin. C'est comme ça que les choses se sont passées. Il n'y a pas à dire qu'il y a eu des attaques contre le mouvement du M23, non. Vous de la société civile, vous ne craignez donc pas une reprise des hostilités? Non. Nous savons que le M23 préparait des attaques contre la ville de Goma. Il y a les El-Shabaab qui sont aux côtés du M23, les Ougandais, les Rwandais qui ont progressé vers les FARDC. Donc, ils ont dépassé de 2 kilomètres les lignes il y a à peu près une semaine que la population de Goma vit l'affaire au ventre. Et donc, ce n'était pas quelque chose d'étrange. On s'attendait à tout. Mais hier, ce qui nous a été révélé, c'est que on croyait que c'était déjà l'attaque qui commençait. Heureusement qu'on nous a informé directement que c'était la population civile qui s'est attaquée aux éléments du M23 dans les champs, puisque les éléments du M23 étaient en train de piller les vivres de la population. Comment était la journée de dimanche? Ce dimanche, nous venons de le passer dans une situation beaucoup plus calme. Et donc, il n'y a rien à signaler pour cette journée. Thomas Dakemwiti nous parlait de Goma, dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, les jeunes du Nord Kivu montent au créneau. Ils plaident pour l'accélération du déploiement de la brigade d'intervention de la mission d'interposition des Nations Unies dans la province, non sans interpeller la haute hiérarchie de la force publique. On écoute à ce propos le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Kibira Ndole, au micro de nos confrères de la radio Okapi. Au gouvernement congolais, nous demandons de garantir l'intégrité du territoire national. Il y a déjà des jours que les ADF-NAL viennent d'occuper certaines cités et villages à 25 km de Kamango. C'est une situation qui nous interpelle tous en tant que jeunes Congolais, puisque depuis un temps, il y a eu des enlèvements à répétition dans les territoires de Beni, mais aussi dans la partie sud de Lubero. Il y a aussi les Pareko, les Nyatura qui sont en plein activisme. La recrudescence des groupes armés au niveau du territoire de Massissi. Aujourd'hui, ça prend même de l'ampleur tribalo ethnique. Et ce sont des situations que nous essayons de mettre en corrélation avec ce qui se passe au niveau du territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Nous pensons qu'il s'agit là des actes qui prouvent que les rebelles sont en train de s'organiser pour occuper finalement toute la partie est. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, des avis divergent sur l'identité des auteurs de l'attaque contre les positions du M23 à Kibati, à 10 km de Goma dans la province du Nord Kivu. Certaines sources parlent de la milice Nyatura, apparentée aux Hutus congolais. D'autres sources indiquent qu'il s'agissait simplement des jeunes du territoire de Nyiragongo. Mais de son côté, le M23 soutient que ces positions ont été attaquées par une coalition formée par les forces armées de la RDC, une milice Maïmaï et des rebelles rwandais des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Gisèle Cage de Radio Okapi. Munis de machettes pour la plupart, ces jeunes venus des Kanyaruchinya et dont le nombre reste indéterminé auraient foncé droit sur les positions du M23 à Kibati. Ils auraient ainsi dépassé la ligne de démarcation qui sépare les FARDC du M23, là où est positionnée la MONUSCO à Kanyaruchinya. Le M23 a réagi en tirant sur ces jeunes combattants, selon des sources dans la région. Ces sources affirment que ces jeunes ont réagi par dépit, parce qu'ils disent subir quotidiennement les exactions du M23 et ont donc décidé de se prendre en charge. Pour le M23, par contre, l'attaque est l'œuvre d'une coalition FARDC Maïmaï, ce que démontrent les FARDC. Les responsables militaires à Goma déclarent que les forces armées de la RDC ne coalisent pas avec les Maïmaï et ne sont impliqués ni de près ni de loin dans cette attaque contre le M23. Les FARDC gardent toujours leur position initiale à Kanyaruchinya, affirment ces mêmes responsables. Le bilan de cette attaque n'est pas encore disponible, mais des populations dans la région se sont déplacées suite à cet incident. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi. Info zapping du mardi. Campagne de recrutement pour le M23. Le mouvement rebelle congolais renforce ses positions autour de Goma quelques jours après des affrontements meurtriers avec l'armée régulière. Depuis la semaine dernière, le groupe armé menace de s'attaquer à la capitale du Nord Kivu et de riposter aux assauts des forces gouvernementales. Affaibli par des divisions internes, le M23 cherche aujourd'hui à renforcer ses effectifs. Pour autant, il réfute les allégations qui pèsent contre lui à propos du recrutement d'enfants soldats.
Tous les Congolais adultes sont bienvenus. Nous leur ouvrons la porte, mais ça ne signifie pas que nous sommes impatients de combattre les forces gouvernementales. Mais s'ils nous provoquent, nous riposterons. Aucune information n'a été donnée sur l'étendue des forces du M23, mais selon certains analystes, près de 5000 hommes combattraient aujourd'hui pour le mouvement rebelle. De nouveaux membres rejoindraient régulièrement le groupe armé, animé par des revendications politiques. Nous devons nous battre et réinstaller un bon gouvernement pour que la dignité du Congo devienne la règle. Le Congolais doit se sentir comme un citoyen dans son pays. Le M23 reproche à Kinshasa de compromettre la bonne tenue des négociations qui se déroulent toujours à Kampala. Les tensions entre les deux parties sont encore montées d'un cran après la création de la brigade d'intervention des Nations Unies fin mars. Un premier contingent est déjà déployé dans l'est de la RDC. Cette force de 3000 hommes est dotée d'un mandat offensif. Elle a pour objectif d'éradiquer les groupes armés de l'est de la RDC. Si les soldats des Nations Unies me tirent dessus, mon escorte répondra. Si l'ONU vient ici, dans le Rutshuru, et s'attaque aux civils, nous combattrons les casques bleus. Nous n'avons pas de problème avec eux tant qu'ils gardent leur distance. Mais s'ils viennent nous déstabiliser, nous répondrons par la force. La brigade des Nations Unies a aussi pour mission de défendre Goma contre les attaques du M23. Selon les autorités locales, il est donc peu probable que les rebelles parviennent à prendre la ville, comme ce fut le cas en novembre dernier. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La région des Grands Lacs pour parler de cette nouvelle reconnaissance décernée au Congolais Denis Mukwege. Le docteur Courage de Bukavu s'est vu remettre hier la Légion d'honneur de la France. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital général de Panzi dans le sud Kivu. Le docteur Mukwege, vous le savez, traite notamment les victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Et avec la reprise de la guerre, son hôpital ne désemplit pas. On écoute d'abord le gynécologue Denis Mukwege. À travers notre élévation au rang de l'officier de la Légion d'honneur, la France, berceau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, plaide pour la paix en République démocratique du Congo. La France dit aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qu'elles ont droit à la vie, droit à la dignité. Notre observation a mis en évidence le fait que ces viols massifs est utilisé comme une stratégie de guerre dont le but consiste à humilier, à paralyser tant moralement, psychiquement que socialement la communauté avant de la détruire complètement. Le docteur Denis Mukwege. Pour l'occasion, la compagne du président français François Hollande avait fait le déplacement dans le sud Kivu. Valérie Trierweiler, très touchée par le sort des victimes de violences sexuelles. Des centaines de milliers de femmes ont subi des actes de barbarie. Ce ne sont pas de simples viols, ce sont des actes qu'on ne peut même pas imaginer. Les violeurs détruisent à dessein l'appareil génital des femmes afin qu'elles ne puissent pas reproduire. Elles sont ensuite exclues, elles sont handicapées si elles ne sont pas opérées. Ce sont des drames à tous les niveaux. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus rester silencieux. Il faut que chacun, à notre niveau, on aide à rompre ce silence. Parce que le viol ne concerne pas que les femmes. Il faut que ça concerne aussi les hommes. Il faut que les hommes s'emparent de ce problème politique parce que c'est avant tout un problème politique. Valérie Trierweiler, la compagne du président français depuis Panzi, près de Bukavu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Zambam, la suite du journal, le Rwanda, deux anciens proches du président rwandais Paul Kagame, réfugiés actuellement en Afrique du Sud, qui se disent prêts à témoigner devant le juge dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de 1994 contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Le premier, l'ancien chef d'état-major rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa, qui accuse Paul Kagame d'être responsable de cet attentat et se dit prêt à apporter au juge toutes les preuves dont il dispose en tant qu'ancien responsable des renseignements militaire. Le deuxième est prêt à témoigner, c'est l'ancien chef de renseignement extérieur du Rwanda, lui aussi réfugié en Afrique du Sud, Patrice Karegeya, réclamé par la justice française qui enquête sur cet attentat. Les deux hommes passés dans l'opposition ont été jugés par contumace par un tribunal militaire rwandais pour désertion, diffamation et menace à la sécurité d'État et condamnés à des lourdes peines de prison. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Leur témoignage va-t-il relancer l'affaire Habyarimana? Le général Faustin Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major rwandais, et l'ex-chef des renseignements extérieurs, Patrick Karegeya, parle ce matin sur RFI. Entré en disgrâce auprès de Paul Kagame et réfugié en Afrique du Sud, les deux hommes accusent le président rwandais d'avoir commandité l'attentat du 6 avril 1994. C'était contre l'avion du chef de l'État de l'époque, Juvenal Habyarimana. Et le lendemain, on s'en souvient, le génocide éclatait. Depuis, deux thèses s'affrontent, celle d'un attentat des rebelles du FPR mené par Paul Kagame à l'époque et celle accusant les extrémistes Hutus du camp Habyarimana. Or, Patrick Karegeya affirme détenir des preuves de l'implication du président actuel. Nous ne spéculons pas, nous ne sommes pas comme ceux qui essaient d'enquêter, qui disent que le missile venait de Kanombe. Nous savons d'où les missiles sont partis, qui les a acheminés, qui a tiré. Non, nous ne spéculons pas, on parle de quelque chose que l'on connaît. Mais si vous avez des preuves, pourquoi ne les rendez-vous pas publiques? Pourquoi les garder pour vous? Nous ne les gardons pas pour nous. Il n'y a pas eu d'enquête digne de ce nom. On ne veut pas livrer tout cela aux médias. Souvenez-vous que tout ceci aura des conséquences pour des gens. Si je vous le dis, évidemment, vous allez le publier et ça ne va pas aider les victimes. Donc on s'est toujours dit que ça devait se faire dans le cadre d'une enquête judiciaire. Qu'on puisse dire dans ce cadre-là ce que l'on sait. Le juge Trévidic ne vous a jamais contacté? Non, ces juges ne sont jamais venus vers nous. S'ils le font, nous dirons ce que nous savons. Est-ce que vous êtes impliqué dans cette attaque? Non, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc vous n'occupiez pas un poste qui vous permettait d'empêcher cet attentat? L'empêcher? Non, je ne m'y serais pas opposé. Il l'a décidé. Et je n'aurais jamais pu dire ne le faites pas. Il était sûr de sa décision. Il croit que tous les opposants doivent mourir. Et à cette époque, et parce que c'était Habyarimana, c'était un moyen de prendre le pouvoir. L'ex-chef des renseignements extérieurs rwandais Patrick Karegeya, interrogé en Afrique du Sud par Sonia Rollet. Et juste après ce journal, le général Faustin Kayumba Nyamwasa sera l'invité d'Afrique Matin. Ces deux interviews sont à retrouver dans leur intégralité sur notre site www.rfi.fr. Info-zapping du mercredi. En République démocratique du Congo, le général Carlos Alberto dos Santos, commandant de la force de la MONUSCO, la mission des Nations Unies de stabilisation dans ce pays, a affirmé que le but de sa présence à Beni, dans la province du Nord Kivu, est de contribuer à mettre fin à la recrudescence de l'insécurité. En mission de service dans cette région, il a annoncé mardi 9 juillet le renforcement des patrouilles des casques bleus dans cette ville et dans ses environs. Reportage de Martial Papi Moukeba pour Radio Okapi. La visite à Beni du commandant de la force de la MONUSCO intervient dans un climat d'insécurité généralisé avec la recrudescence des enlèvements des civils et des attaques des positions des FARDC par les rebelles ougandais ADF Nalu ou les Maïmaï. Le général Carlos Alberto dos Santos annonce les renforcements à Beni et ses environs des patrouilles des casques bleus. Beaucoup de groupes se disent groupes armés, mais ce sont des groupes de criminels qui font de mauvaises choses, beaucoup de crimes contre la population. Et nous sommes ici exactement pour faire une nouvelle évaluation afin de prendre n'importe quelle action nécessaire pour la protection de la population. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, Yamina Benguigui, qui dénonce ce qu'elle appelle les escadrons des porteurs du sida qui opèrent en RDC. La ministre française de la francophonie, qui était hier à Bujumbura pour un colloque sur le rôle des femmes dans la région des Grands Lacs, indique que des femmes de tout âge et des enfants sont régulièrement violées par les membres de groupes armés et que les femmes congolaises ne doivent pas se retrouver seules face à ces escadrons de la mort. Selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies rendu public en mars dernier, 522 cas de viol ont été enregistrés dans le nord et le sud Kivu entre décembre 2011 et novembre 2012, impliquant les rebelles du M23, mais aussi les soldats de l'armée régulière congolaise. Parallèlement à cette visite, la France qui annonce avoir signé avec la République démocratique du Congo un contrat de désendettement et développement de 106 millions d'euros. Cet allègement de dette pour la période 2013-2016 permettra de
mettre en œuvre des projets dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, ainsi que l'accès à l'eau potable ou la gouvernance financière, selon un communiqué du ministère français de la francophonie. Je rappelle que les contrats de désendettement et développement sont une procédure d'annulation des créances d'aide publique au développement pour les pays pauvres très endettés. La diplomatie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo, les habitants vivent dans la peur suite aux rumeurs sur une éventuelle reprise des hostilités et la décision du maire de la ville portant interdiction aux taxis motos de circuler au-delà de 18h est venue rajouter la psychose. Alors, les habitants de Goma ont développé des mécanismes de a vécu notre correspondant en RDC, Lubonga Biambe, qui s'y est rendu récemment. Dès qu'il est 18h, Goma commence à ressembler à une ville fantôme. Les motos qui assurent l'essentiel du transport dans la ville disparaissent comme par enchantement et les retardataires n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Avec un regard malicieux derrière des lunettes censées le protéger contre la poussière, cet exploitant de taxi-moto nous parle des difficultés auxquelles ils font face depuis qu'est tombée la décision du maire de la ville. Il dit, si les policiers vous attrapent au-delà de 18h, ils vous frappent tellement fort, on dirait un ennemi capturé sur la ligne de front. Après un regard à gauche puis à droite, le jeune taxi-moto, sa casquette bien visée, en trombe en nous laissant une nuée de poussière. Un peu plus loin, nous arrivons à Imbi, c'est l'un des quartiers résidentiels de Goma. Il est presque 22h. Sirote un verre dans un bistrot à ciel ouvert tout en écoutant langoureusement quelques airs de la rumba. Nous avons commencé à brader l'insécurité. Ça a trop vécu. Mais finalement, on reste terré dans nos maisons jusqu'à quand on va mourir de stress. Et donc, tout en développant au sein de nous des mécanismes d'autodéfense, n'importe quand, ça peut tirer dans nous. Il faut vivre parce que finalement, 20 ans de guerre. C'est par rapport à l'insécurité. Comme on dit, ceux qui sont de loin, c'est beaucoup plus frappant que ceux qui sont là où on est. La ville de Goma, on est là. Vraiment, on vit normalement. Par rapport à la restriction des transports, mais on se débrouille. On peut faire le pied, on peut donc à pied. Il y a l'insécurité, oui, mais je n'ai pas changé le mode de vie. S'il y a des coups de balle, on reste dans la maison. Mais s'il n'y a pas de coups de balle, on sort, on s'amuse comme il faut. Mais quand il y a les coups de balle qui crépitent d'ici ou par là, on reste à la maison. Donc moi vraiment, je peux sortir même, aller jusqu'en ville, à Klita, ici à Imbi, je n'ai pas peur. En fait, c'est dit, ici à Goma, on est dans le bon, malgré il y a de l'insécurité, on est en train de consommer la vie. À Goma, plusieurs organisations non gouvernementales enseignent aux habitants comment se comporter dans la ville. Première règle et la plus importante, ne pas quitter son lieu d'habitation, nous dit Maéché, qui travaille dans l'humanitaire depuis une dizaine d'années. Dans une zone assez insécure, mais à partir du moment où nous connaissons ces situations, nous devons développer des situations difficiles, vous restez chez vous, puisque si vous sortez, vous êtes d'abord plus vulnérable. Maintenant, vous vous engagez sur une voie incertaine. Et donc, c'est le meilleur conseil, c'est rester chez soi. Si vous sortez pour faire des toilettes, puisque ça risque de prendre beaucoup de temps, s'il y a l'insécurité, il faut vous munir, il faut être bien visible. Vous ne soyez pas confondus à l'ennemi, sans des règles. Des règles de sécurité, oui. Goma, Lubunga, Biambe pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Hadji Koudra Maliro, journaliste et citoyen de la Voix de l'Amérique à Ville de Béni. Ce mercredi 10 juillet, tous les musulmans du monde entier vont commencer le ce mois de Ramadan. Ici à Béni,
Tous les musulmans se préparent pour accueillir ce mois car ce dernier est le mois du pardon et des jeûnes. Signalons que l'imam Al-Haji Ali Amin, le chargé de culte dans la région islamique de Béni, appelle les autorités locales de sécuriser le musulman chaque soir après la prière de Tarawih. Au nom des 100 citoyens journalistes, nous souhaitons à tous les musulmans Saum Karim. C'est Marie-Jeanne, j'habite Matadi, province du Bas-Congo. Lundi, il y a eu une inauguration du fil optique à Mwanda par le président de la République. Les gouverneurs et les autres de Kinshasa sont allés là-bas pour inaugurer cela. Le vice-premier ministre et le ministre des Transports aussi étaient là. Genre et famille étaient là. Open PTC était là. Nous sommes très très contents. Ça va nous aider aussi. Et pour l'État, il y aura augmentation des recettes gouvernementales. La voix de la mairie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Hier, ici même, sur RFI, le général rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa, ancien homme clé du régime Kagame, aujourd'hui en exil, s'est dit prêt à être entendu par la justice française dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana en 1994. L'événement avait notamment déclenché le génocide. Le général rwandais accuse l'actuel président Paul Kagame, à l'époque leader de la rébellion, d'en être responsable. Alors pourquoi se tient-il à la disposition de la justice française? Bien parce que l'équipage de l'avion était français, d'où l'existence d'une instruction en France, instruction conduite actuellement par les juges Marc Trévédic et Nathalie Pou. Depuis 2006, le général Kayumba Nyamwasa fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le juge Bruguière, mais n'a jamais été entendu. Alors, que dit-on aujourd'hui du côté des victimes françaises et du côté des Rwandais accusés par la justice française? Que pense-t-on de toutes ces déclarations de choc? Eh bien, on se montre soit dubitatif, soit tout simplement prudent, Pierre Pinto. Dans l'interview qu'il a donnée à RFI, l'ancien chef d'état-major rwandais affirme qu'il n'a jamais fui l'instruction, qu'à la sortie du rapport Bruguière, il était ambassadeur en Inde et qu'aujourd'hui encore, il est prêt à parler à la justice française de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Il dit avoir des révélations à faire mais ne veut en parler qu'au juge. Dans l'enquête française sur cet attentat, 7 personnalités rwandaises proches du régime Kagame sont mises en cause. L'un de leurs avocats, maître Léon Lev Forster, s'étonne de cette soudaine proposition de coopération. Faire des révélations 20 ans après les faits, je crois qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de précaution. Maître Laurent Kurt, lui, est l'avocat de la famille du pilote français de l'avion d'Habyarimana. Il partage la méfiance de son collègue de la Défense, échaudé par plusieurs volte-face de témoins dans ce dossier. Il craint que le général rwandais cherche à régler des comptes avec le président Kagame. Je ne voudrais pas que notre vieille instruction devienne un champ de bataille qui permette un règlement de compte entre Rwandais. Et ce monsieur nous annonce aussi des preuves, c'est surtout ça qui m'intéresse évidemment, mais pour l'instant il ne les a pas définies. Maître Kurt s'attend désormais à ce que les magistrats prennent l'initiative d'entendre le général Kayumba et envisage de le demander officiellement si tel n'était pas le cas. Et la présidence rwandaise a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas commenter les accusations des 2 dissidents. Info zapping du jeudi. Fleuve pour parler de la République démocratique du Congo. Des affrontements ont opposé hier un groupe armé local aux forces des Nations Unies près de Goma, dans l'est du pays. Des combats qui ont fait au moins 4 blessés selon l'ONU, mais 4 morts selon d'autres sources. Et c'est dans ce contexte que le nouveau commandant de la MONUSCO affirme que la brigade d'intervention de l'ONU n'est pas la solution miracle aux problèmes du pays. Pour ce général brésilien, la priorité est d'arrêter les atrocités partout où elles auront lieu dans l'est du pays. Iris Fall nous en dit plus. Le général Alberto Carlos dos Santos Cruz a pris la tête de la MONUSCO en mai dernier, après avoir commandé la force onusienne en Haïti où il faisait face à des bandes de criminels. Son arrivée coïncide avec le déploiement de la brigade d'intervention forte de 3000 hommes qui auront pour mission de mener des offensives pour neutraliser les groupes armés. C'est la première fois que l'ONU accorde un tel mandat à un contingent de maintien de la paix, mais dans l'est de la RDC, depuis plusieurs années, les milices et les rébellions poussent comme les arbres de la forêt tropicale. C'est pourquoi le général Cruz tempère les ardeurs sur ce qu'il faut attendre ou ne pas attendre de cette brigade. It's very important to know that the intervention brigade is one more tool
C'est important de savoir que la brigade d'intervention est un moyen de plus dans la mission pour ramener la paix dans cette région, mais nous devons être réalistes parce qu'elle n'est pas la solution magique à tous les problèmes. Chacun sait que nous devons avoir une solution politique. En effet, Kinshasa et le M23 ont repris langue à Kampala et pour le général Cruz, il faudra suivre de près ces discussions en Ouganda et harmoniser avec l'action militaire sur le terrain. Il a précisé que la brigade d'intervention ne vise spécifiquement aucun groupe armé, mais ceux qui commettront des atrocités au Katanga, au Sud Kivu ou à Ituri deviendront une cible parce que l'enjeu, c'est de faire cesser la violence sur les populations. Merci Idriss, et voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Foura Amasimengo, citoyenne journaliste de la VOA depuis Butembo. Une équipe médicale de Hill Africa à provenance de Goma séjourne à la ville de Butembo depuis le 28 juillet dernier. Leur mission spéciale est de soigner gratuitement les malades de malformations congénitales. Selon Semblis Vouaka, docteur chirurgien et chef de l'équipe, ils ont jusque-là effectué 113 opérations chez différents malades venant de coins différents, notamment Butembo Mwangi Kipese, cité d'Oicha et de Kassindi. Il a fait savoir que la plupart de ces malades souffraient des hydrocéphalies, des fentes labiales, des pieds, des bottes et des genoux en X, et d'autres souffraient des séquelles, des accidents, de la poliomyélite et des brûlures. Les familiers et les malades soignés ont été satisfaits de cet acte caritatif et ils ont exprimé leur joie envers Hill Africa, surtout pour les avoir soignés gratuitement pendant cette période de pauvreté et de guerre que traverse la RDC. Dr Semblis a indiqué que ils vont se diriger également dans d'autres provinces pour la même mission. C'est Dieudonné Ndaye, je suis citoyen de la Voie de Marie qui a passé des Canadiens, qui a occidentalisé. Oui, alors, ce que j'ai, c'est la dénonciation des violations de la loi à la division provinciale du genre, famille et enfants par les régions provinciales des zones G2 des droits de l'homme de la province occidentale. Cette dénonciation, c'est par rapport à l'anonymisation de Madame Chantal Moulumba. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Genève, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a examiné ce jeudi les 6e et 7e rapports de la République démocratique du Congo. Au cours des débats, des experts ont parfois fustigé l'impunité des auteurs des violences sexuelles en RDC. Mais du côté de Kinshasa, l'axe de défense a été de montrer que les problèmes des droits humains et de violences sexuelles du pays sont tous liés à la guerre, d'où la nécessité incontournable de mettre immédiatement fin au conflit, comme l'a défendu Wivine Mumba Matipa, la ministre de la Justice et des Droits humains de la RDC. Le problème des violences contre les femmes se présente avec acuité en République démocratique du Congo et trouve son essence dans l'instrumentalisation de la femme comme arme de guerre. Il va sans dire que la position du gouvernement congolais est claire et ferme. La fin de la guerre et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais est la condition sine qua non d'éradication de ces actes qui ont été érigés en infraction criminelle par la loi sur les violences sexuelles concrétisées par la modification du code pénal. Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre, le gouvernement a mis en place une politique de lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que diverses stratégies et structures appropriées. Infozapping du vendredi. Kinshasa, réjouissance électronique depuis le début de la semaine puisque la RDC est maintenant reliée au réseau WAX. L'inauguration a eu lieu lundi dernier dans la cité de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Première polémique, la gestion de cette fibre optique par la société publique SCPT. Ça ne fait pas l'unanimité chez les opérateurs privés comme nous l'explique à Kinshasa notre correspondant Cyril Milandou. Après un faux pas en mai 2012, seule la RDC avait manqué à l'appel pour sa connexion à câble à fibre optique. C'est ce qu'a dit le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifon Kinkie Moulumba. Nous étions 14 au départ, ces câbles optiques sous-marins WAX, à avoir décidé de mutualiser nos moyens et élaborer une feuille de route commune. Après liquidation des engagements, 13 pays ont pris le départ, un seul, le nôtre,
est resté sur les quais, au comble le bonheur en ce moment historique qui marque certainement un tournant technologique et un virage économique de tout premier ordre. Le directeur général de la société commerciale de postes et télécommunications, Placide Mbatika, compte sur la fibre pour relancer sa société qualifiée de canard boiteux. L'OCPT, devenue Société congolaise des postes et télécommunications, vit aujourd'hui une heure de modernisation de son équipement afin de se positionner dans un environnement hautement concurrentiel. Le président de l'autorité de régulation de la RDC est d'avis qu'il faut une structure chargée de gérer la fibre avec les intervenants du secteur. Oscar Manikunda. L'une des finalités, c'est que les services soient rendus à un prix le plus bas. C'est ça l'objectif. Sinon, ça ne sert à rien. On ne veut pas de satellite puisque justement ça coûte cher. Ça sert à quoi d'avoir maintenant la fibre et vous continuez à payer le même prix, si pas plus? Ça n'aura servi à rien du tout. Et les opérateurs, naturellement, ils vont chercher des solutions les moins coûteuses. Et réguler également, troisièmement, sur le plan technique. S'assurer qu'il y a une fiabilité sur le plan technique. Et ça, c'est notre rôle de faire le suivi, donc de faire la police dans ce sens. La régulation, c'est pour le suivi. Nous sommes là justement pour veiller à ce que tout se fasse normalement. Donc cela appelle les dirigeants de la SCPT qu'ils comprennent que ce n'est pas un travail à effectuer seul. Il faut combiner autour de ce travail tous les autres intervenants. Pour le ministre Trifon Kinkie Moulumba, la RDC entre dans la connectivité 24 heures sur 24 avec les hauts débits. L'inauguration de la station d'atterrage à fibre optique vient d'enlever les sabots de Denver au pied du ministre en charge de ce secteur. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Merci Cyril. Voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Mirou Guinestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani. Les guichets uniques ouverts il y a de cela près de 3 semaines par le gouverneur des provinces Job Manissa Saidi pour la perception des taxes dues à la province orientale pourrait réaliser plus de $180 000 le mois seulement pour la ville de Kisangani, contre $210 000 le mois perçus autrefois par la direction des recettes de la province orientale, DRPO, dans toute la province orientale. Selon le ministre provincial des Finances, Alphonse Okechi, ces recettes pourraient accroître avec la nouvelle identification des assujettis de la DRPO en cours dans la ville et d'annoncer que notre guichet unique sera lancé à ce mois de juillet dans les grands centres de perception de Bunia à près de 800 km de ville de Kisangani. Objectif, faciliter la bonne canalisation des recettes vers les trésors provinciaux, a-t-il souligné. La Voix de l'Amérique.